Un homme se détacha du lot. Il s'avança, arborant un sourire obséquieux, et commença par exprimer son immense honneur de l'avoir enfin trouvé en ce lieu. Le faucheur noir parfaitement impassible, le toisa d'un regard de glace, lui demandant sans détour ce qu'il voulait. L'homme bafouilla, expliquant qu'il venait chercher, qu'il espérait une coopération. Mais le faucheur noir ne le laissa même pas finir sa phrase, lui signifiant d'un ton sec qu'il n'avait besoin de l'aide de personne. L'homme sursauta, visiblement décontenancé. Il tenta d'argumenter, concédant que la puissance de Monsieur le Faucheur Noir était certes incontestable, mais que le boss de ce tour était lui aussi, d'une force tout simplement inimaginable. Pour appuyer ses dires, il désigna une dune de sable non loin de là. Là-bas se tenait la cible de la 6e vague, une créature colossale à l'apparence de Minotaure, aussi massive qu'une véritable colline. C'était une menace bien au-delà de ce qu'une seule équipe pouvait espérer affronter. L'homme insista, un instant plus tôt, une escouade de passage avait eu le malheur de jeter un simple regard dans cette direction. Ils avaient tous été anéantis sans exception, en moins d'une minute. C'était en assistant à ce massacre qu'il avait compris qu'un tel monstre n'était absolument pas à la portée de leur petite équipe de 5. Le faucheur noir, le visage toujours aussi fermé, répliqua froidement. Il n'avait aucune intention de participer à leur stratégie de raid. Sentant l'impatience glaciale de son interlocuteur, l'homme devint visiblement nerveux. Il s'empressa d'ajouter qu'il ne demandait aucun objet en récompense. Ils étaient même prêts à lui laisser le privilège du coup final sur le boss. Le regard du faucheur noir se fit glacial, presque menaçant. Il articula distinctement qu'il n'aimait pas avoir à répéter 3 fois la même réponse. Comprenant le message 5 sur 5, l'homme fut pris de panique. Il recula précipitamment, s'éloignant en criant des excuses confuses pour le dérangement, sa voix trahissant sa peur. De retour auprès de sa propre équipe, l'homme ne put cacher son embarras. Il leur annonça que le faucheur noir avait rejeté toutes ses propositions, quelle que soit l'offre. L'incompréhension se lut sur les visages du groupe, eux non plus ne saisissaient pas. Le faucheur noir devait lui aussi abattre cette cible pour progresser. Pensait-il vraiment, sérieusement pouvoir s'en charger seul? Le groupe tourna les yeux vers le Minotaure au loin. La peur était palpable, mais la détermination l'emportait. Ils devaient abattre cette créature ensemble, avec ou sans son aide. La décision prise, le groupe se mit en marche vers le Minotaure, le cœur battant d'anxiété. À peine arrivé à 20 mètres de la créature, il fut repéré. Le monstre pivota lourdement, ses yeux brillant d'une lueur sauvage. L'escouade de 20 joueurs fut complètement prise de court. Personne n'avait anticipé un tel rayon de détection. Le Minotaure chargea aussitôt, fonçant sur l'équipe à une vitesse stupéfiante. Ce fut la panique. Le monstre les avait réellement pris pour cible et il arrivait. Après un court instant de chaos, les membres de l'équipe reprirent leurs esprits et adoptèrent en hâte une posture de combat. Ils commencèrent à encercler la bête. C'est à ce moment précis que le faucheur noir sauta au sommet d'une dune voisine. Il s'installa en observateur, curieux de voir combien de temps ces 20 joueurs mettraient pour en venir à bout. De son point de vue d'expert, ce Minotaure n'était pas un adversaire si redoutable. Certes, sa puissance d'attaque et sa défense physique étaient terrifiantes, mais sa vitesse était nettement inférieure à celle de la plupart des autres monstres de ce niveau. Un joueur un minimum expérimenté pouvait aisément esquiver ses coups lourds et contre-attaquer sans trop de risques, malgré cette défense impressionnante. La clé était simple. Il suffisait que tous les assaillants concentrent leurs attaques de manière intensive pour submerger le monstre et le forcer à une posture purement défensive. C'était une stratégie classique, compenser le manque de dégâts purs par la fréquence et le volume des coups. Finalement, un des joueurs parvint à canaliser toute son énergie, chargeant une compétence spéciale dévastatrice dans sa longue hache. Le coup lui coûta la majeure partie de ses réserves de mana. L'arme siffla dans l'air avant de s'écraser avec une force titanesque contre le torse du Minotaure. Il avait fallu plus de 10 longues minutes, mais le siège acharné des 20 joueurs avait enfin réussi à briser la garde impénétrable de la bête. Voyant la brèche, l'excitation gagna instantanément le groupe. Tous se ruèrent en avant. Les attaques pleuvaient sur le torse du monstre maintenant à découvert, aussi violentes qu'une bonne averse. Dans la cohue, un joueur voulant profiter de l'ouverture, tenta de placer un coup supplémentaire. Une avidité fatale. Le Minotaure le saisit dans un éclair et l'écrasa à mort dans sa poigne de titan. L'instant d'après, une dernière boule de feu frappa la créature en plein visage. Le Minotaure poussa un ultime rugissement de fureur et de frustration, avant que son corps, immense comme une colline, ne s'effondre lourdement sur le sable dans un fracas sourd. Au même instant, le corps d'un des joueurs survivants fut enveloppé d'un halo de lumière protecteur. Immédiatement après, 4 autres membres de l'équipe furent également baignés dans cette même aura sécurisante. Le boss était enfin mort. Il semblait évident que l'accomplissement de la quête déclenchait automatiquement ce bouclier lumineux pour récompenser et protéger les survivants. Le groupe, désormais en sécurité à l'intérieur du halo lumineux, ne put s'empêcher de s'interroger. Devait-il vraiment rester là, à attendre passivement la fin de la partie? De toute évidence, d'autres joueurs commençaient déjà à former de nouvelles escouades pour s'attaquer à de nouveaux boss. L'homme qui avait précédemment tenté de négocier avec le faucheur noir jeta un regard en arrière, saisi d'une soudaine hésitation. Ne devrait-il pas essayer de le lui demander une dernière fois? L'instant d'après, il secoua la tête et tourna les talons,
convaincu d'avance que ce dernier refuserait catégoriquement de se joindre à eux. De son côté, le faucheur noir confirma à sa propre équipe qu'il partageait la même analyse, s'attaquer au boss de zone sitôt aurait été une perte de temps considérable. Il leur annonça qu'ils devaient accélérer le rythme de la mission et les prévint qu'ils avaient intérêt à suivre sa cadence. À peine ces mots prononcés, il s'élança à une vitesse foudroyante. Le temps fila. Régulièrement, de nouveaux joueurs se retrouvaient enveloppés d'un halo protecteur, soupirant de soulagement d'avoir survécu à cette nouvelle épreuve. C'est alors qu'au milieu du chaos, un joueur laissa échapper un cri de stupeur, se demandant si c'était bien le faucheur noir qu'il venait d'apercevoir. Sous les yeux de plusieurs témoins, l'homme en noir fonçait droit sur un centaure. D'un unique revers désinvolte de sa faux, il l'abattit sur le coup, un one-shot divin. L'incrédulité frappa l'assemblée. Tous savaient qu'il fallait une équipe d'au moins 5 personnes pour vaincre une telle créature. Les escouades de passage comprenaient encore moins la scène. Avec une telle puissance, le faucheur noir aurait dû terminer la quête depuis bien longtemps. Le faire maintenant ne lui permettrait même plus d'améliorer son classement. Un observateur songea qu'il avait cru le faucheur noir invincible, destiné à conserver sa première place, mais que personne au fond ne pouvait rester au sommet éternellement. C'est à cet instant précis que le dernier centaure fut abattu. Une notification système apparut, centaures introuvables. Le faucheur noir fit le compte. Sur les 2000 créatures initialement présentes dans la zone, il en avait personnellement éliminé 1920. Il ne restait plus que 20 minutes au compteur. Il les avait presque tous exterminés à lui seul. Julie, complètement essoufflée, parvint à articuler une demande, ne pouvait-il pas faire une pause? Elle avoua qu'il était déjà incroyablement difficile de juste suivre le rythme de Monsieur le Faucheur Noir. L'intéressé annonça que la chasse au centaure était terminée. Il était temps de s'occuper du boss, et cette fois, il pouvait y aller tranquillement. Le Faucheur Noir confirma donc à son équipe qu'il pouvait désormais se mettre en quête du chef Minotaure. Julie, toujours à bout de souffle, chercha confirmation. Cela signifiait-il qu'il n'avait plus besoin de traquer les centaures? Le Faucheur Noir lui assura que d'après sa compétence de pistage, la zone était totalement vide. Sur ces mots, le garde du corps vérifia machinalement ses propres informations et poussa un cri d'incrédulité. Il hurla aux autres de consulter leur statut. Tous restèrent figés sur place, abasourdis, leur niveau avait grimpé en flèche. Le Faucheur Noir demanda au garde du corps son niveau actuel. Ce dernier répondit encore sous le choc, qu'il était passé du niveau 20 au niveau 34. Harine avait atteint le même palier. Julie, elle, était montée à 35. Quant à Ivivi, il n'en revenait pas, il avait atteint le niveau 36. Le Faucheur Noir fit le calcul, sans le moindre bonus d'expérience, ils avaient tous gagné entre 13 et 14 niveaux en le suivant. Lui-même, qui bénéficiait pourtant d'un multiplicateur d'expérience x4, avait également gagné 14 niveaux durant cette chasse intensive. Il était désormais niveau 54. Son inventaire s'était enrichi de 19 pierres de mana, 9 pièces d'équipement commun et divers autres objets. Plus important encore, il avait récupéré un matériau essentiel de synthèse de rang divin, une queue de cheval scintillante, dont il pouvait sentir émaner une faible fluctuation de puissance magique. Le garde du corps exultait. Non seulement son niveau avait explosé, mais il avait aussi gagné une fortune. Chacun d'entre eux avait empoché environ 110 000 pièces d'or. C'était la première fois de sa vie de joueur qu'il possédait une telle somme. Le Faucheur Noir leur conseilla d'utiliser cet or à bon escient dans la boutique. Il leur recommanda d'acheter les compétences jugées essentielles, le pistage, l'amélioration de la vision et les techniques d'interférence. Entendant cela, Ivivi n'hésita pas une seconde. Il acheta l'intégralité des compétences mentionnées par Ryu, dépensant 60 000 pièces d'un seul coup. Une fois tout le monde équipé et prêt, le Faucheur Noir annonça qu'il était temps de s'occuper du chef Minotaure. Il activa sa compétence de pistage et s'élança vers le nord. Quelques instants plus tard, il s'arrêta net. Une foule considérable de joueurs était déjà massée à cet endroit. Plusieurs d'entre eux remarquèrent l'arrivée du Faucheur Noir. L'un d'eux l'interpella, notant qu'il venait lui aussi pour le Minotaure, et l'invita cordialement à joindre leurs forces pour le combat. Le Faucheur Noir déclina froidement. Il n'avait aucune intention de coopérer avec qui que ce soit. Il affirma qu'il tuerait le chef Minotaure seul. Ces paroles déclenchèrent un concert de murmures dans la foule. Les joueurs n'en croyaient pas leurs oreilles. La puissance du Faucheur Noir était légendaire certes, mais même lui ne pouvait décemment pas prétendre affronter ce boss en solo. Un autre joueur plus direct tenta de le raisonner. Il lui rappela qu'il fallait une escouade d'au moins 20 personnes pour espérer vaincre un seul de ses chefs. Tenter de le faire seul, c'était purement et simplement de l'arrogance. Le Faucheur Noir lui répondit d'une voix glaciale, relevant son accusation d'arrogance. Il lui intima l'ordre de ne surtout pas le confondre avec eux. L'autre joueur prit de court, tenta de se rattraper, assurant que ce n'était pas ce qu'il voulait dire. Il voulait simplement souligner que leurs chances de succès seraient bien meilleures en unissant leurs forces. Le Faucheur Noir rétorqua qu'à ses yeux, la distinction entre une personne et 20 personnes était nulle. C'était pour lui, la même différence qu'il y avait entre une seule fourmi et un groupe de 20 fourmis, absolument aucune. Julie, restée en arrière avec le reste de l'équipe, ne put retenir un murmure inquiet, se demandant si Monsieur le Faucheur Noir était sûr de lui. Il la rassura d'un mot, promettant que ce serait rapide.
Sous le regard médusé de toute l'assemblée, y compris ceux qui ayant déjà terminé la quête, observaient la scène depuis leur halo protecteur. Le faucheur noir s'avança, seul, à la rencontre du monstre. La question brûlait toutes les lèvres, et le faucheur noir pouvait la sentir peser sur lui. Était-il réellement capable d'un tel exploit en solitaire? Il balaya du regard la centaine de joueurs qui l'observaient. Pour lui, cette audience n'était pas une source de pression, mais une opportunité. Il se dit qu'en abattant le chef Minotaure en un temps record, il graverait la crainte et le respect dans l'esprit de chacun. Face au monstre qui arpentait sa zone, le faucheur noir commença à activer ses compétences. Au même instant, le chef Minotaure, percevant une aura dangereuse, braqua son attention sur le joueur. Il vit cet homme s'accroupir, accumulant une énergie visible, tandis que la faux du dieu de la mort grésillait de puissance dans ses mains. Les spectateurs comprirent qu'il préparait une attaque dévastatrice et qu'il calculait méticuleusement sa portée. Dès que le monstre franchirait le seuil de sa zone d'alerte, le faucheur noir lâcherait tout. Le Minotaure agité et furieux, chargea soudainement, déterminé à écraser cette menace. Le faucheur noir ancra son pied droit en arrière. Lorsque la bête ne fut plus qu'à 1 mètre, il déclencha la compétence Nuit mortelle. Instantanément, les sens du chef Minotaure furent annihilés. Simultanément, la charge de la faux atteignit son paroxysme. Tranchant lunaire destructeur. Plusieurs ondes de choc en forme de demi-lune furent projetées. L'attaque fut si fulgurante que lorsque l'impact atteignit sa cible, le Minotaure n'avait même pas encore réalisé qu'il était mort. En un clignement d'œil, la lame d'énergie traversa le cou de la créature sans rencontrer de résistance. Le monstre n'eut même pas le temps de hurler, sa tête se sépara de son corps dans un silence morbide. La foule explosa en cris de stupeur, c'était impossible. Le faucheur noir venait de réaliser un one-shot. Les spectateurs restaient incrédules, le visage figé par le choc. Il n'avait même pas vu le coup partir. Le faucheur noir, lui, gardait une expression imperturbable, tout s'était déroulé exactement selon ses prévisions. La voix du système résonna, annonçant sa victoire. Il avait obtenu une peau de bœuf de haute qualité, indispensable pour l'artisanat avancé, ainsi qu'un plan de fabrication rare pour une armure de Minotaure. Son esprit pragmatique évalua immédiatement le butin. Ces 2 objets vendus ensemble lui rapporteraient une petite fortune. Sa voix calme tira son équipe de leur torpeur, leur demandant ce qu'ils comptaient faire. Ivy, les yeux brillants d'une admiration sans borne, s'exclama qu'il était tout simplement son dieu. Ce regard d'adoration mit le faucheur noir mal à l'aise, il songea avec ironie qu'il ne goûtait guère ce genre d'attention venant d'un autre homme. Au même moment, un halo lumineux enveloppa le faucheur noir. La voix de l'ange descendit du ciel, impitoyable. Elle annonça que les équipes n'ayant pas terminé leur mission allaient être éliminées, murmurant avec mépris que les déchets devaient disparaître. Une vague de suppression effaça instantanément les joueurs ayant échoué. Vint ensuite le moment tant attendu du classement. Sans surprise, le faucheur noir décrocha la première place de la zone, ainsi que la première place du classement général. Cette annonce fit bondir les joueurs à proximité. Ils protestèrent vivement, arguant que leur équipe avait pourtant tué le boss bien avant lui chronologiquement. L'ange les toisa et rétorqua avec dédain qu'elle n'avait jamais précisé que le classement dépendait de l'ordre d'arrivée. Face à leur incompréhension, elle clarifia la règle de cette manche, le vainqueur n'était pas le premier à finir, mais celui qui avait mis le moins de temps à tuer sa cible. L'ange ajouta qu'avoir abattu le boss en 1 minute, comme l'avait fait le faucheur noir, était déjà une performance remarquable. Un joueur intervint alors timidement pour corriger l'ange, ce n'était pas 1 minute. L'entité céleste, confuse, vérifia le tableau des scores. 1 seconde. Le choc laissa l'ange sans voix. Comment était-ce possible? Elle se reprit rapidement, refusant de montrer un tel visage devant de simples humains, et déclara avec une nervosité mal dissimulée, que le boss de cette zone ne devait tout simplement pas être assez puissant. Devant le faucheur noir, l'interface de récompense s'ouvrit. Il reçut un ticket de sélection pour un casque de rang épique et un coffre spécial de classement général. Sans la moindre hésitation, il utilisa son ticket. Parmi les 3 options proposées, il choisit résolument le casque d'Hermès. Cet objet possédait une compétence unique, l'invisibilité, avec un temps de recharge de 30 minutes. Ce serait un atout majeur pour son arsenal. Bien que l'objet ne masque pas les bruits, il savait qu'en le combinant avec ses runes de dissimulation, il pourrait atteindre une furtivité absolue, totalement indétectable. Enfin, il ouvrit le coffre de récompense du classement général et sélectionna les matériaux d'artisanat. Il connaissait parfaitement l'usage et la valeur de chaque composant à ce stade du jeu, et il savait exactement quoi en faire. Il n'y avait pas à hésiter, son choix se porta sur la poudre d'or. C'était un matériau indispensable pour la fabrication d'équipements de rang divin, une substance rare issue de la poussière de cheveux d'ange. Une notification sonore retentit, signalant que les récompenses avaient été distribuées et que la manche était officiellement terminée. Le démon divin émergeait à peine de l'univers du jeu de l'ange, l'esprit encore embrumé par la transition, qu'il fut interpellé. Avant même qu'il ne puisse reprendre ses esprits, la voix du garde du corps résonna depuis le seuil de sa porte. Le démon divin, agacé par cette intrusion soudaine, lui demanda sèchement la raison de sa présence alors qu'il venait tout juste de revenir. Il supposa néanmoins que si le garde du corps était venu le voir dans un tel état d'excitation, c'était sans doute pour faire un rapport sur sa progression.
Après tout, il avait passé 6 heures dans l'équipe du Faucheur Noir, son niveau avait dû faire un bond considérable. Le garde du corps les yeux brillants, lui annonça qu'il était passé du niveau 20 au niveau 34. L'information laissa le démon divin interdit un long moment. Il demanda confirmation, peinant à croire à un tel chiffre. Il ne cacha pas sa stupeur, lui aussi trouvait cela aberrant. Le garde du corps confia alors que le simple fait de suivre la cadence du Faucheur Noir avait été une épreuve épuisante, mais que la puissance de cet homme dépassait l'entendement. Jamais, même dans ses rêves les plus fous, il n'aurait imaginé progresser autant. Il ajouta avec une pointe de gêne, qu'il ne pensait pas dépasser le niveau de son chef, le démon divin n'étant qu'au niveau 29. Voyant l'effet de ses paroles, le garde du corps tenta de calmer le jeu. Il fit remarquer que, bien que son niveau soit supérieur à celui de son chef, il restait probablement inférieur à celui de Harin. Le démon divin, le visage fermé, l'incita à continuer. Il voulait savoir si la rumeur sur la vitesse du Faucheur Noir était fondée. Le garde du corps confirma l'impensable, le boss avait été abattu en une seule seconde. Le démon divin avait vu le classement, mais son esprit refusait encore d'admettre cette réalité. Le garde du corps décrivit alors la scène avec effroi. Le Faucheur Noir avait utilisé une compétence inconnue, se déplaçant à une vitesse telle que sa silhouette en était devenue floue. Le visage du démon divin devint d'une gravité absolue. C'était là toute la différence qui le séparait du Faucheur Noir. Sa propre classe était indubitablement puissante, mais il restait incapable de suivre les pas de cet homme. Il conclut qu'il devait impérativement accélérer sa propre montée en puissance et recharger au plus vite son mana des ténèbres. La simple existence du Faucheur Noir lui mettait une pression écrasante. Il ordonna ensuite au garde du corps de partir à la recherche du prophète pour arranger une rencontre. Lorsque le garde du corps demanda avec hésitation si le prophète avait survécu à cette manche, le démon divin le rabroua froidement, c'était justement ce qu'il devait aller vérifier, pas lui demander. Resté seul, le démon divin fixa la fenêtre, le regard perdu dans le vide, murmurant le nom du Faucheur Noir comme une promesse de rivalité, jurant qu'il finirait par le surpasser. Ailleurs, Ivivi était allongé sur son lit, incapable de trouver le sommeil. L'image de la puissance démesurée du Faucheur Noir était gravée au fer rouge dans son esprit. À ses yeux, cet homme n'était plus un simple joueur, mais une divinité vivante. Il se tourmentait, frustré par sa propre inutilité durant la partie, il n'avait été d'aucun secours pour lui. Un désir ardent de l'aider l'envahit. Si le Faucheur Noir était un dieu, de quoi un dieu avait-il besoin? La réponse s'imposa d'elle-même, de fidèle. Au même moment, Ryu, tout juste revenu dans le monde réel, fut pris d'un frisson incontrôlable. Il avait la désagréable impression d'être la cible d'une obsession. Ivivi planifiait déjà la fondation de l'Église du Dieu de la Mort, une organisation dévouée à rassembler des adeptes pour sa gloire. Le Faucheur Noir frissonna de nouveau, cette sensation d'être épié ne le quittant pas. Soudain, la sonnerie de son téléphone brisa le silence. L'écran affichait un numéro international. À l'autre bout du fil, la voix de Daniel résonna, vibrante d'excitation. Il tenait à remercier Ryu. Sans son avertissement, il serait mort. Il annonça joyeusement qu'il avait déjà réservé son billet d'avion et qu'il serait bientôt à ses côtés. Ryu fut surpris. Dans sa vie antérieure, les événements n'avaient pas pris cette tournure. Il se reprit vite et assura à Daniel qu'il serait le bienvenu. Le lendemain, les deux hommes se retrouvèrent. Ryu nota que Daniel semblait toujours aussi survolté qu'au téléphone. Ils s'installèrent pour discuter devant un repas copieux. Daniel ému, avoua que cela faisait une éternité qu'il n'avait pas senti une nourriture aussi appétissante. Ryu l'invita à manger à sa faim. Daniel insista pour payer l'addition, rappelant que son hôte lui avait sauvé la vie. Ryu lui proposa une autre forme de remerciement, il avait besoin qu'il restaure la durabilité de son équipement. Sans la moindre hésitation, Daniel s'exécuta et répara instantanément l'équipement de Ryu à son maximum. Curieux, Ryu lui demanda de raconter en détail comment il avait échappé à la mort. Daniel expliqua qu'il avait suivi son conseil à la lettre, il avait passé 6 heures acharnées à monter son niveau. Et heureusement, car lors de son affrontement contre le Minotaure, il avait frôlé la mort et ne l'avait vaincu qu'au prix d'un combat désespéré. Sans ces niveaux supplémentaires, il serait, à l'heure qu'il est, un homme mort. Daniel ne put contenir sa joie d'avoir pu se rendre utile. Il confia à Ryu qu'il n'arrivait toujours pas à croire qu'il était désormais le forgeron au niveau le plus élevé de tout le jeu. C'était la raison de sa venue, il souhaitait officiellement rejoindre son équipe. Ryu l'accueillit favorablement, soulignant que cette alliance permettrait à Daniel de devenir le meilleur forgeron du monde bien plus rapidement. Puis, changeant de sujet, il lui demanda s'il avait suivi ses conseils concernant l'investissement dans l'entreprise dont il lui avait parlé. Daniel répondit avec ferveur qu'il y avait injecté 70% de sa fortune. Il avoua humblement ignorer totalement l'activité de cette société, mais affirma qu'il avait une confiance aveugle dans le jugement de son mentor. Peu après, devant l'imposant gratte-ciel de la compagnie, Ryu remercia Daniel pour cette confiance absolue, mais insista pour lui expliquer la nature de leur affaire. Il lui révéla qu'il s'agissait d'une structure tournée vers l'avenir des joueurs, destinée à devenir une gigantesque plateforme d'échange. Ces entreprises, prophétisa-t-il, domineraient bientôt le marché mondial lié au jeu. Devant la démesure du bâtiment, Daniel hésita, demandant s'il pouvait vraiment entrer ainsi. Ryu le rassura.
Bien qu'il ne fût pas le PDG en titre, il en détenait la majorité des parts. Il expliqua avoir transformé cette ancienne société de commerce international en une plateforme dédiée aux joueurs. Daniel, se qualifiant lui-même d'homme simple et un peu rustre, réitéra qu'il ne comprenait rien à ses manœuvres financières, mais qu'il s'en remettait entièrement à lui. Ils entrèrent pour discuter plus confortablement dans un bureau. Dès l'apparition de Ryu, le visage de la réceptionniste se crispa, trahissant un malaise évident. Au même moment, le garde du corps qui montait la garde devant la porte du bureau directorial sursauta. Légèrement surpris, il demanda à Ryu la raison de sa présence. Ryu expliqua simplement qu'il avait une affaire à régler avec le démon divin et qu'il souhaitait lui présenter son ami, Daniel. Le garde du corps, visiblement embarrassé, bafouilla que monsieur était actuellement en réunion avec un invité. Ryu comprit immédiatement la situation. Le démon divin avait donné l'ordre strict de ne laisser entrer personne. La loyauté du garde du corps était totale. Mais qui le démon divin pouvait-il bien recevoir avec autant de secrets ? Tandis que le garde du corps pestait intérieurement contre ce timing désastreux, pourquoi fallait-il que Ryu débarque pile au moment où la fiancée de le démon divin était là ? Ryu, grâce à la rune de pensée qu'il possédait, capta tout. Il sursauta intérieurement. La fiancée du démon divin ? C'était donc cette femme qui se trouvait à l'intérieur. Quelques instants plus tard, le démon divin sortit précipitamment, demandant avec nervosité ce qui valait à Ryu de venir ici. Ryu rétorqua sèchement, trouvant la question étrange, n'avait-il plus le droit de venir dans sa propre entreprise ? Le démon divin s'empêtre dans des dénégations, assurant que ce n'était pas ce qu'il voulait dire. Mais Ryu n'était pas dupe, il savait pertinemment qu'au fond de lui, le démon divin ne voyait en lui qu'un outil utile, un être qu'il méprisait secrètement. Acculé, le démon divin multiplia les excuses, affirmant qu'il était le bienvenu à tout moment, mais soulignant qu'à l'accoutumée, Ryu prévenait avant de passer. Il présenta alors la personne qui l'accompagnait, Christine, qu'il qualifia simplement d'amie. Ryu savait exactement qui elle était. Christine possédait une classe cachée, prêtresse. Bien que ses capacités de soins soient ordinaires pour le moment, il se souvenait que dans sa vie antérieure, elle avait été la seule, avec Julie, à survivre jusqu'à la 15e manche du jeu de l'ange. Mais surtout, il savait qu'une fois le niveau 60 atteint, elle débloquerait une compétence divine, la résurrection, capable de ramener à la vie un joueur mort depuis moins de 10 minutes. Il ne s'attendait pas à la rencontrer ici, mais une chose était sûre, il devait impérativement l'emmener jusqu'à la 20e manche. Entendant le démon divin la présenter comme une simple amie, Ryu prit la parole, un sourire en coin. Il demanda innocemment si elle n'était vraiment qu'une amie, avant de se présenter à Christine comme le partenaire commercial de monsieur le démon divin. Christine, surprise, avoua qu'elle ignorait que le démon divin avait un partenaire. Ryu répliqua du tac au tac que lui aussi ignorait que la fiancée de monsieur démon divin était d'une telle beauté. À ces mots, le cœur de le démon divin manqua un battement. Le prophète savait. Il savait même pour sa fiancée. La voix tremblante, le démon divin demanda comment il pouvait être au courant pour Christine. Il s'excusa platement, jurant qu'il n'avait pas eu l'intention de le lui cacher. Ryu accepta les excuses avec froideur, précisant qu'il comprenait le désir de discrétion, mais qu'en tant que partenaire, il ne tolérait pas le mensonge. Le démon divin était rongé par les regrets, se maudissant d'avoir agi si bêtement. Christine, quant à elle, observait la scène avec stupéfaction, c'était la première fois qu'elle voyait son fiancé faire preuve d'une telle humilité, voire de soumission. C'est alors que l'homme en noir livra une prophétie glaciale. Il annonça que la jeune femme n'avait plus qu'un an à vivre. Christine resta figée, sous le choc. L'affirmation lui semblait absurde. Ryu, ignorant totalement la stupeur qu'il venait de provoquer chez la jeune femme, se tourna vers Daniel et lui demanda de patienter un instant. Il annonça qu'il allait maintenant révéler les informations cruciales concernant la 7e manche du jeu. Ce n'est qu'à cet instant que le démon divin sembla sortir de sa torpeur, se rappelant tardivement les convenances, et présenta enfin formellement l'homme qui se tenait devant Christine comme son partenaire commercial. Le démon divin le présenta formellement comme son associé, précisant qu'il était également le décisionnaire quant à l'orientation stratégique de l'entreprise. Puis, cherchant une confirmation silencieuse du regard, il attendit que Ryu hoche la tête pour révéler sa véritable nature. Cet homme était aussi un prophète. Christine fronça les sourcils, l'air incrédule. Elle demanda s'il s'agissait d'une plaisanterie, peinant à concevoir qu'un véritable devin puisse exister. Ryu balaya son scepticisme d'un revers de main. Il lui assura qu'il ne fallait pas être surprise et que, comme monsieur démon divin l'avait indiqué, il possédait bel et bien une capacité de préscience unique. Il affirma être en mesure de leur révéler comment remporter la victoire dans le jeu. Toujours dubitative, elle se tourna précipitamment vers le démon divin pour savoir s'il se moquait d'elle. Ce dernier lui confirma, avec le plus grand sérieux, que les prédictions de monsieur Ryu s'étaient toujours révélées d'une exactitude redoutable. Elle demanda alors pourquoi il choisissait de lui confier, à elle, le secret de ses visions. Ryu répondit simplement qu'il allait leur livrer la clé pour traverser la 7e manche, ajoutant qu'il ne demandait aucune contrepartie pour cette information. Il savait pertinemment que s'il ne lui offrait pas une preuve concrète de ses dons, cette femme ne croirait jamais en lui. Il livra alors l'information, d'une simplicité déconcertante. Le secret de la 7e manche résidait dans le refus absolu de se laisser égarer par la tentation.
À peine eut-il fini sa phrase que le démon divin exprima sa stupeur, demandant si le conseil tenait vraiment en si peu de mots. Ryu insista, ils devaient graver cette phrase dans leur esprit comme une incantation indélébile et ne jamais céder aux leurs, quelle que soit leur forme. Puis, s'adressant uniquement à Christine, il ajouta qu'il avait une autre prophétie à lui délivrer, en privé. Il lui confia que sa venue dans cette entreprise avait pour but principal de la rencontrer, guidée par la force de ses visions. Cependant, ce qu'il avait vu était funeste, elle était destinée à mourir lors de la 11e manche du jeu. Cela signifiait qu'il ne lui restait qu'une année à vivre. Christine accusa le coup, comprenant la gravité de l'annonce. Ryu lui offrit toutefois une lueur d'espoir. Il affirma pouvoir modifier le cours de son destin et lui permettre de survivre à cette échéance fatale. Plus tard, isolée dans l'avion qui la ramenait chez elle, Christine ne cessait de ruminer les paroles de Ryu. Sa vie allait-elle vraiment toucher à sa fin? Étrangement, elle trouvait ses propos crédibles. Elle se dit qu'il valait mieux que son père ne soit pas à ses côtés à cet instant. Il l'aurait sévèrement réprimandé pour s'être laissé troubler par des superstitions aussi vagues. Ce qui la tourmentait le plus, c'était le paradoxe des dires du prophète. Il avait promis de la sauver lors de la 11e manche, mais lorsqu'elle l'avait pressé de lui dire comment, il avait admis ne pas le savoir lui-même. Sa prophétie restait floue, et cette incertitude sur le « comment » la rongeait. Peu après, l'avion atterrit. À sa grande surprise, c'est Jeffrey qui l'attendait à l'aéroport. Il l'informa qu'on l'avait envoyé pour l'accueillir et l'escorter immédiatement auprès de son père. Christine s'étonna de cette urgence, elle venait à peine de poser le pied au sol que son père réclamait déjà sa présence dans la salle du conseil. On frappa à la porte, annonçant son retour. Son père l'accueillit en s'enquérant de la qualité de son voyage, mais surtout du comportement du démon divin. Christine répondit que le démon divin avait agi comme à l'accoutumée, mais son hésitation n'échappa pas au patriarche. L'expression sombre du père se mua soudain en excitation. Il demanda si le démon divin avait commis une indélicatesse, rappelant avec fierté qu'elle était la fille aux 10 000 sujets et que même un homme comme lui devait avoir du mal à se contenir. Christine s'empressa de nier, assurant que ce n'était pas ce qu'il imaginait. Déçu, son père fit remarquer qu'après 6 mois de rendez-vous, l'absence de progrès était anormale. Christine, embarrassée, tenta d'expliquer que sans base émotionnelle réelle, une relation ne pouvait pas avancer aussi facilement. Son père la coupa, affirmant qu'il ne cherchait que son bien. Il lui rappela l'importance stratégique de la famille du démon divin et de leur entreprise, la société Osum Group, dont l'influence internationale était colossale. Un mariage avec lui apporterait des bénéfices inestimables. Christine concéda qu'elle comprenait ses arguments, mais elle confia son sentiment persistant que le démon divin lui cachait des choses, qu'il avait des secrets. Elle expliqua qu'il passait ses journées à préparer des projets commerciaux, cherchant à gagner de l'argent même après être devenu un joueur. Son père balaya ses inquiétudes, recentrant le discours sur sa fille. Il lui rappela qu'elle était l'élue de Dieu, celle qui avait reçu le pouvoir divin de tout guérir. Christine regarda l'énergie qui émanait doucement de sa main. Si son père y voyait une bénédiction céleste, elle avait une vision bien différente. Elle lui répéta, comme elle l'avait fait maintes fois, que les anges du jeu n'étaient pas ce qu'il imaginait. Ils n'étaient selon elle, que des démons affublés d'elle. De toute évidence, son père ne croyait pas un mot de cette théorie. Il préféra demander si le démon divin était capable d'utiliser les pouvoirs donnés par Dieu avec flexibilité. Il nota qu'ayant atteint le niveau 29, le démon divin perdait son temps à bâtir une plateforme sociale pour joueurs avec un associé dont il ne se rappelait même pas le nom. Christine le corrigea. Elle précisa que ce partenaire était un prophète. Elle raconta qu'il lui avait donné les informations de victoire pour la 7e manche et prononcé des paroles encore invérifiables. Son père réagit vivement. À cette époque, le don de prophétie était une ressource inestimable. Il lui demanda pourquoi elle ne s'était pas rapprochée de cet homme. Christine lâcha alors la raison, d'une voix blanche, parce que cet homme lui avait annoncé qu'elle allait bientôt faire face à une crise mortelle. Son père accusa le coup, visiblement ébranlé. Voyant la tension qui crispait les traits de son géniteur, Christine tenta de l'apaiser. Elle lui assura qu'il ne fallait pas s'inquiéter outre mesure. Ce n'était après tout qu'une prophétie dont l'authenticité restait à prouver. Elle fit valoir que dans ce monde chaotique, n'importe qui pouvait s'improviser prophète. Elle-même ne prenait ses paroles qu'avec un scepticisme prudent, restant à mi-chemin entre le doute et l'écoute. Son père insista néanmoins. Il la pressa de recruter davantage d'alliés, d'élargir son cercle de confiance. Christine rejeta l'idée avec assurance, elle n'avait nul besoin de partir à la recherche de nouveaux compagnons. Elle rappela à son père qu'il semblait oublier un détail crucial, elle était la représentante régionale. La grande majorité des joueurs se battaient déjà pour être à ses côtés et assurer sa protection. Son père ne désarma pas, il rétorqua que même avec ce statut, elle se devait de rester sur le qui-vive et de prendre cette affaire au sérieux. Christine finit par acquiescer, promettant qu'elle redoublerait de vigilance avant de prendre congé. Jeffrey observa la silhouette de sa sœur s'éloigner jusqu'à ce qu'elle disparaisse. L'instant d'après, le père de Christine brisa le silence d'un murmure glacial. Il s'adressa à Jeffrey. Il évoqua le partenaire du démon divin, ce fameux prophète, rappelant avec amertume que cet homme avait osé prédire la mort de sa fille. Cette déclaration lui déplaisait souverainement.
Il donna alors un ordre froid à son fils. Jeffrey devait placer ce prophète sous surveillance immédiate. Et s'il s'avérait que cet homme n'était qu'un imposteur jouant la comédie, il devait l'envoyer en enfer. 4 jours plus tard, tôt le matin, Ryu ne pouvait s'empêcher d'être stupéfait par le succès fulgurant du site d'échange des joueurs. En une seule nuit, des dizaines de milliers de personnes s'y étaient inscrites et avaient mis des objets en vente. En parcourant la plateforme, l'homme constata que l'offre de matériaux spéciaux était abondante, ce qui simplifierait grandement la future création de son équipement personnel. Il avait maintenant de quoi se forger 3 pièces d'équipement de qualité unique. Il commença à choisir les objets dont il avait besoin, notant que le prix d'une pierre de mana n'était, pour le moment, que de 200 000 unités. Sans aucune hésitation, il acheta immédiatement tout ce dont il avait besoin. 2 jours plus tard, Ken commentait qu'il trouvait son aîné particulièrement occupé ces derniers temps. Mais lorsqu'il ouvrit la porte du salon, il resta bouche bée devant la montagne de colis accumulés. Ryu lui fit remarquer qu'il ne fallait pas s'étonner ainsi, car tout cela était nécessaire pour ses activités en tant que joueur. Le jeune homme ne pouvait y croire. Était-ce vraiment autant indispensable? Peu après, c'est une quantité colossale de gemmes qui s'empila au milieu du salon. En son fort intérieur, Ryu murmura que cela devait être suffisant pour la synthèse. Il savait que toutes les 15 pierres de bas niveau, il était possible de synthétiser une pierre de niveau maximum. Très vite, toutes les pierres se mirent à irradier une intense lumière, suivie par une succession de notifications de succès. C'était la synthèse réussie. Il avait maintenant toutes ces gemmes synthétisées au plus haut niveau. L'étape suivante consistait à les sertir sur son équipement. Il inséra la gemme rouge dans son arme, recevant la confirmation que les dégâts avaient été augmentés de 16%, c'était un succès. Le casque d'Hermès augmentait la force de 32%, et la gemme d'Eve augmentait la chance de 43%. Ces statistiques de base affichées atteignaient désormais environ 2 cents dans tous les attributs. Cependant, si l'on ajoutait les bonus conférés par les différentes runes, combinés à l'amplification de Julie, il pouvait facilement atteindre un bonus total d'environ 2000. Au moment où le dernier protège-main fut équipé, la notification finale retentit. Cette gemme de niveau maximum avait été sertie, activant l'effet arc-en-ciel. Cela débloquait l'attribut caché, l'aura arc-en-ciel, qui augmentait la résistance à toutes les altérations d'état de 50%. Ryu afficha un léger sourire, sachant que la somme de toutes ces résistances atteignait désormais 82%. Cela signifiait qu'il pouvait réduire les effets des altérations d'état de 82%. Il avait du mal à croire qu'il avait, à lui seul, accaparé la quasi-totalité des gemmes disponibles sur la plateforme d'échange. Il se souvenait clairement que, plus tard dans le jeu, les gemmes se vendraient à 20 millions d'unités. Il devait absolument en profiter pour compléter tout son équipement au plus tôt. Jetant un coup d'œil aux objets restants, il décida qu'il les assemblerait plus tard, une fois qu'il aurait atteint le niveau 60. Puisqu'il détenait un avantage aussi considérable avec la plateforme d'échange, il se dit qu'il devait surveiller de très près les matériaux spéciaux. L'instant d'après, l'étonnement se lisait sur le visage de Ryu, la peau d'immortel. C'était l'objet indispensable pour faire évoluer un équipement au niveau légendaire. Il savait que dans le jeu des anges, la qualité de l'équipement était classée comme suit: normal, peu commun, épique. Au-dessus se trouvaient les niveaux uniques et légendaires, le niveau maximum étant celui d'équipement divin. Les équipements au-dessus du niveau épique ne pouvaient être obtenus que par amélioration. Les joueurs ordinaires ne pouvaient généralement acheter que de l'équipement épique au maximum. Plus les matériaux étaient de haut niveau, plus les monstres à abattre pour les obtenir étaient puissants. Il se demandait sérieusement si, à ce stade du jeu, quelqu'un avait réellement réussi à obtenir un matériau de niveau légendaire. Avec un certain doute, il s'apprêta à procéder à l'achat. La peau d'immortel était une ressource qui tombait sur le chef orc du 5e cycle, mais le taux de butin était incroyablement bas. Était-ce possible que quelqu'un ait vraiment vaincu l'orc et obtenu cet objet? Brusquement, une pensée traversa l'esprit de Ryu, se pourrait-il que ce soit cette personne? Une personne dont la technique était si avancée qu'elle pouvait vaincre l'orc, et qui possédait des objets avec des attributs spéciaux. Si c'était bien cette personne qui avait mis l'objet en vente, alors il y avait de fortes chances que ce soit un piège. L'exigence d'une transaction en personne de la part de cet individu sentait l'embrouille à plein nez, un piège à 10 contre 1. Néanmoins, il fallait absolument mettre la main sur ce matériau. Ryu lui envoya donc un message, acceptant de fixer un lieu de rencontre. Une fois le rendez-vous convenu, Ryu sourit intérieurement, se disant que ce type considérait vraiment les autres comme de vulgaires proies. Il utilisait un objet de grande valeur comme appât pour attirer d'autres joueurs, les tuer ensuite, et s'approprier leurs biens. Il devait le rencontrer avant qu'il ne puisse faire de mal à plus de joueurs. Pendant ce temps, le simple fait que l'autre homme ait initié une requête d'échange avait suffi à sidérer le négociateur qui se tenait à ses côtés. La raison de cet étonnement résidait dans l'objet choisi pour la transaction, la peau d'orc, un objet que personne ne voulait. Pourtant, seul cet homme savait que la peau d'orc détenait le secret d'une méthode de synthèse d'équipement caché. Le vendeur, ayant reçu la requête d'échange, affichait une mine consternée. Il vendait l'objet pour 1 million, et l'autre voulait encore négocier le prix à la baisse. Il s'énerva, se demandant si l'acheteur ignorait le niveau de l'objet qu'il convoitait.
Après tout, il l'avait obtenu en tuant le seigneur du 5e tour. Il s'était d'ailleurs cru mort, sur le coup. Bien que l'objet soit extrêmement rare, il ne parvenait pas à en comprendre l'utilité exacte. Il se disait que l'acheteur, lui, devait savoir. Il était résolu à le tourmenter comme il se devait, une fois face à lui. À ce moment-là, un autre joueur, venu pour une transaction, était allongé sur le sol, implorant grâce. Le vendeur le regarda avec mépris, exprimant sa déception qu'il soit si pauvre. De tous ces objets, seule l'arme qu'il tenait était à peu près digne d'intérêt. Sans une once d'hésitation, il enfonça la dague dans l'homme à ses pieds, le tuant sur le champ. Quelle déception! Il se plaignit d'avoir perdu tant de temps et espéra que le prochain joueur à se présenter serait plus divertissant. Depuis son enfance, cet homme trouvait la vie désespérément ennuyeuse. Rien ne parvenait à le passionner. Il avait bien essayé de se concentrer sur ses études, mais il devenait trop facilement le meilleur élève de sa classe, et il avait fini par abandonner l'école. Cette baisse de résultats lui avait valu la fureur de ses parents. C'est ce jour-là qu'il avait découvert son véritable plaisir. Tandis que ses parents le réprimandaient, il les avait assassinés. Ce pic de sensations tordues l'avait plongé dans la folie. Étant mineur au moment des faits, il avait échappé à la justice, mais loin de se racheter, l'homme était devenu un tueur en série dérangé. L'arrivée du jeu des anges avait exacerbé son obsession pour le sentiment du meurtre. Grâce aux runes de butin qu'il possédait, il avait accumulé de nombreux objets de grande valeur, ce qui avait fait basculer sa folie encore plus loin. Les massacres entre joueurs au cours du 4e tour l'avaient achevé, le rendant complètement accro à l'extase de la mort. Il voulait transformer le monde réel en un champ de bataille. Il avait donc commencé à appâter et à tuer des joueurs dans la réalité. L'homme qui gisait devant lui était sa 7e victime. Il ramassa le cadavre, se disant qu'il devait se préparer pour sa 8e victime. Il ricana, expliquant mentalement que dès que son nouveau partenaire d'échange s'approcherait de cette poubelle, il pourrait activer sa compétence explosion de cadavre pour le faire voler en éclats. Et même si l'acheteur survivait à l'explosion, il pourrait toujours le soumettre avec la compétence malédiction de peur. Il était fou de joie à l'idée de le torturer à loisir avant de l'abattre. C'est à cet instant précis qu'un bruit de pas sourd se fit entendre derrière lui. L'homme fut pris d'une excitation anormale. Il se dit « Le voilà enfin !» Il se répéta qu'il allait le faire exploser dès qu'il serait assez proche de la poubelle. L'instant d'après, une silhouette, le faucheur noir déguisé, apparut devant lui. Le vendeur la fixait, marmonnant machinalement d'avancer encore, que c'était bien, plus que 5 pas. Soudain, le faucheur noir déguisé s'immobilisa. L'homme se plaignit intérieurement de le voir s'arrêter en plein milieu du chemin. La silhouette déguisée prit la parole, lui demandant s'il était bien le vendeur de l'objet. L'homme serra les dents, s'il n'avançait que 2 pas de plus, il pourrait déclencher sa compétence. Il lui demanda brusquement ce qu'il attendait, lui rappelant qu'il était censé vendre la peau d'immortel. L'homme restait immobile. Il se dit que s'il s'approchait lui aussi, il risquerait d'être à portée du rayon d'explosion de sa propre compétence. Il pourrait bien utiliser la malédiction de peur pour le maîtriser, mais ce serait bien trop ennuyeux. L'acheteur de son côté, lui fit remarquer qu'il était venu comme convenu pour la transaction, et se demanda pourquoi le vendeur ne s'approchait pas. L'homme rétorqua qu'il avait une légère douleur à la jambe et demanda si l'acheteur pouvait venir jusqu'à lui. Face à cela, Ryu lui demanda s'il savait jusqu'où il avait dû marcher pour cette transaction. Il exigea de savoir s'il voulait vraiment vendre cet objet, le traitant presque de menteur s'il prétendait posséder la peau d'immortel. L'homme se força à contrôler sa colère, affirmant qu'il n'avait qu'un mal de jambe. Ryu insista, lui demandant s'il était vraiment blessé. Ils avaient convenu d'une rencontre, et maintenant il traînait les pieds. Il se demanda à voix haute si l'homme essayait de l'attirer pour le voler. Il conclut qu'il devait être un escroc, qu'il ne possédait probablement pas la peau d'immortel. Quelle malchance de tomber sur un tel menteur! Le vendeur insulté par le faucheur noir déguisé, se mit à trembler de rage. Dans un accès de colère, il cria à l'autre de regarder, brandissant la peau d'immortel, affirmant que c'était l'objet authentique. Le faucheur noir déguisé afficha un sourire sinistre et lui confirma que c'était bien cela. Le cœur du vendeur se serra. Que se passait-il avec ce type? Pourquoi souriait-il tout à coup? Soudain, dans un bruit sidéral, une entaille déchira l'air, et le bras de l'homme fut instantanément sectionné et tomba au sol. Poussant un hurlement de douleur, l'homme ne comprenait absolument pas ce qui venait de se produire. Il ne comprenait pas ce qui se passait, car visiblement, son adversaire n'avait fait aucun mouvement visible alors qu'il se tenait encore à distance. L'instant d'après, une voix grave murmura à son oreille, lui demandant s'il était en train de le chercher. L'homme totalement désorienté, ne comprenait pas comment il pouvait y avoir 2 personnes identiques devant lui. Le criminel se retrouvait dans une confusion totale face à la présence de ces 2 silhouettes identiques. Ryu ricana, lui assurant qu'il n'y avait toujours eu qu'une seule personne. À peine eut-il fini sa phrase que la figure de Ryu qui se tenait devant lui se dissipa dans le néant. Le vrai Ryu, qui se tenait derrière lui, se pencha pour ramasser la peau d'immortel au sol, ajoutant qu'il n'avait aucune obligation de lui fournir des explications. Entendant cela, l'homme entra dans une rage folle. Jamais de sa vie il n'avait été traité avec un tel mépris.
Sans attendre, il activa immédiatement sa compétence malédiction de peur. Il savait que cette malédiction exigeait un contact visuel et que le succès du sort, ainsi que sa durée, dépendait de la résistance de sa cible. Ryu ne bougea pas d'un pouce face à cette attaque, le fixant comme on regarderait un idiot. Une notification résonna, indiquant que la cible avait résisté à l'effet de peur et que la compétence était annulée. L'homme était frappé de stupeur. C'était la toute première fois que son sort échouait. Pendant qu'il restait figé dans son incrédulité, il fut accueilli par une offensive foudroyante de la part de Ryu. L'agresseur ne pouvait concevoir qu'avec ses propres attributs, il soit incapable de bloquer la moindre attaque. Il ne parvenait pas à suivre les mouvements de Ryu. En quelques instants seulement, il fut projeté au loin, complètement vaincu, et son corps se mit à trembler de façon incontrôlable. Cependant, l'instant d'après, Ryu invoqua une technique de guérison. Des particules scintillantes, semblables à de la poussière d'elfe, enveloppèrent l'homme. Ses yeux s'écarquillèrent de stupéfaction. Ses blessures étaient complètement guéries. Ryu lui fit remarquer d'un ton froid que personne ne lui avait permis de s'immobiliser de la sorte, et qu'il n'avait pas encore eu assez de plaisir à le frapper. S'ensuivit une nouvelle correction bienveillante. Chaque fois que l'homme était sur le point de rendre son dernier souffle, Ryu relançait la technique de guérison. L'homme s'efforçait de supporter l'acharnement de Ryu. Il se dit que l'échec précédent de sa compétence malédiction de peur n'était qu'un coup de malchance, et que cette fois, il ferait regretter à son tortionnaire de s'être moqué de lui. Dès que le temps de recharge de sa compétence fut écoulé, il s'apprêta à l'activer. Mais avant même que l'homme n'ait pu déclencher son sort, Ryu lui transperça froidement les deux yeux. Ryu lui demanda d'une voix glaciale qui lui avait donné la permission de riposter. Devenu aveugle, il ne pouvait que brandir désespérément sa longue dague devant lui, tentant d'atteindre Ryu. Voyant cela, Ryu ne temporisa pas. Il utilisa sa propre longue épée pour parer l'attaque tout en donnant un coup de pied qui projeta l'homme au loin. L'inertie de l'impact le fit valser sur plusieurs mètres. L'homme se releva péniblement, à moitié accroupi. Il ne voyait plus rien, son bras avait été coupé. Il était certain qu'il allait mourir. Soudain, il se rappela du cadavre piégé dans la poubelle juste à côté. Même s'il devait mourir aujourd'hui, il entraînerait son adversaire avec lui. Il lança un rugissement et activa l'explosion de cadavres. Toute la petite ruelle fut instantanément engloutie par une déferlante d'énergie sauvage. Le bruit de l'explosion attira l'attention des passants. En observant les dégâts dans la ruelle, tous se demandaient s'il y avait eu une explosion. Les policiers en patrouille déclarèrent qu'il s'agissait probablement d'une explosion de cuisinière à gaz. À l'étage d'un immeuble voisin, Ryu se tenait immobile. Il pensa qu'il avait failli le laisser mourir dans cette explosion. L'homme en question s'appelait Seontak, et son classement dans le jeu des anges oscillait toujours entre la 2e et la 3e place. Son nom de joueur était le type stupide. Ryu avait besoin de lui, car il possédait la rune de butin, extrêmement pratique pour augmenter les chances d'obtenir des objets. Cependant, s'il le laissait partir sans rien faire, il continuerait très certainement de tuer. Après mûre réflexion, Ryu lança à nouveau sa technique de guérison, lui rendant la vue. Néanmoins, il ne comptait pas lui rendre l'usage de ses membres. Tant qu'il était en vie, il pouvait toujours accéder au jeu des anges par son esprit, mais le fait de ne plus avoir de membres dans le monde réel réduisait grandement sa capacité de nuire. Quelques instants plus tard, Seontak se réveilla, encore étourdi. Il regarda autour de lui. Il avait bien déclenché l'explosion de cadavres. En voyant son bras et sa jambe droite amputés, il hurla à son agresseur de sortir et exigea de savoir ce qu'il voulait. C'est à ce moment qu'il découvrit un mot posé à côté de lui. La note disait qu'il n'était d'aucune utilité. Désormais privé de ses membres, Ryu n'avait plus aucune envie de le tuer. L'homme serra le papier de toutes ses forces, pris d'une rage incontrôlable qui faisait trembler ses bras. Non seulement il avait bloqué l'explosion de cadavres, mais en plus, il l'avait humilié en suggérant qu'il ne méritait même pas qu'il se salisse les mains. Seontak se demanda jusqu'à quel point il le méprisait. Il se jura qu'il le ferait payer. Pendant ce temps, à l'hôtel impérial, Julie s'exclamait que c'était le plat le plus délicieux qu'elle ait jamais mangé. Ryu lui répondit qu'il était heureux qu'elle apprécie et qu'il allait rester avec elle un peu plus longtemps aujourd'hui. Entendre cela surprit légèrement Julie. C'était la première fois qu'il exprimait le désir de passer plus de temps avec elle. Ryu lui confia qu'il avait toujours voulu être là, à ses côtés, comme ça. Julie répliqua avec une pointe de mélancolie qu'il avait reporté leur rendez-vous plusieurs fois et qu'il était de plus en plus occupé ces derniers temps. Ryu pensait qu'il était effectivement extrêmement occupé, entre les réunions du PCW et les assemblées des actionnaires du site d'échange. Mais s'il avait reporté ses rendez-vous avec Julie, c'était pour une raison bien plus importante. Quelqu'un l'espionnait sans relâche. Ryu savait très bien que cet individu n'était autre que Jeffrey, un assassin de niveau 28. Et l'ordre de surveillance venait sans aucun doute de Craig, le père de Christine. Au début, il n'avait rien remarqué, mais c'était en utilisant la magie de détection qu'il avait découvert qu'il était la cible d'une filature. Pourtant, à l'œil nu, il n'avait détecté aucune trace de la présence de quelqu'un. Cela signifiait que son traqueur était soit un assassin de classe, soit qu'il possédait une compétence d'invisibilité. Jeffrey se croyait à l'abri des regards, ce qui l'avait rendu particulièrement négligent. Dès le jour où il l'avait découvert, Ryu avait initié une contre-surveillance.
Au moment où Jeffrey avait désactivé son camouflage, il avait immédiatement identifié son identité et avait réussi à écouter sa conversation. C'est ainsi qu'il avait appris que le père de Christine s'inquiétait de la prédiction qu'il avait faite sur sa fille, et qu'il avait ordonné à l'assassin Jeffrey de le surveiller pour confirmer s'il était vraiment le prophète. À ce moment-là, Ryu était en tête-à-tête avec Julie. Elle lui demanda légèrement surprise si pour le 7e cycle, il suffisait de ne pas céder à la tentation. Ryu confirma qu'il suffisait effectivement de ne pas se laisser séduire. Il lui expliqua que cette mission serait extrêmement difficile pour la majorité des joueurs. Il cherchait à minimiser les pertes afin que le plus grand nombre puisse atteindre la phase finale en vie. Regardant Julie, il lui dit avec une grande sincérité qu'il fallait qu'ils survivent ensemble jusqu'au tout dernier tour. Le visage de Julie s'empourpra légèrement, et elle murmura un doux assentiment. Quelques jours plus tard, le jeu des anges se manifesta à nouveau. Tous les participants se tenaient là, le cœur battant, visiblement nerveux. L'ange annonça qu'il ne restait que 434 joueurs pour ce cycle. Cette diminution rendait le jeu dénué d'intérêt. Elle déclara qu'il était temps de fusionner à nouveau les zones. Dès que ces paroles furent prononcées, le sol se mit à trembler violemment. Les régions alentours se rattachèrent les unes aux autres, formant une zone beaucoup plus vaste. Une notification annonça la fin de la fusion, le nombre total de participants s'élevant désormais à 4992. L'ange déclara que c'était ainsi que devait être l'arène de jeu des vainqueurs. Puisque les zones étaient fusionnées, il fallait choisir de nouveaux représentants régionaux. Ryu comprit que les anges étaient en train de délibérer sur les règles de sélection du nouveau représentant. Il savait qu'il devait redevenir représentant, ce qui lui garantirait le droit d'utiliser l'équipement du représentant régional une fois de plus. De plus, la quête secondaire de ce cycle permettrait d'obtenir la rune de bouclier mental. C'était une rune indispensable, car elle offrait une résistance parfaite aux compétences de la femme du PCW. Les anges discutaient des règles de sélection. L'une d'elles rappela que lors de la dernière fusion, ils avaient organisé un jeu intéressant, demandant aux représentants de s'affronter. Le représentant de la zone de Ryu laissa échapper un rire embarrassé, expliquant que sa région avait perdu, ce qui l'avait forcé à organiser ce jeu. Elle sourit néanmoins, suggérant qu'ils pourraient utiliser à nouveau la méthode du combat pour prendre leurs décisions. Un autre ange secoua la tête, soulignant que la zone du représentant de Ryu abritait le faucheur noir, le seul joueur de niveau 50 de tout le jeu. Le représentant de la zone de Ryu demanda alors quelle était leur suggestion. Un ange intervint pour l'élection du nouveau représentant de la zone, proposant que ce cycle soit sans rapport avec la force. Le premier joueur qui parviendrait à terminer le jeu deviendrait le représentant de la zone. Elle demanda à Priscilla ce qu'elle en pensait. Le représentant de Ryu acquiesça, l'air résigné, disant qu'il ne pouvait en être autrement. Peu après, Priscilla annonça qu'ils avaient convenu d'un nouveau mode de sélection. Le joueur qui accomplirait la mission en premier serait le représentant régional. Le bruit du lancement du jeu résonna alors, et le panneau des missions apparut instantanément. Tous les joueurs restèrent bouche bée. Pourquoi la quête principale était-elle cachée? Y avait-il une erreur du système? L'ange affirma qu'il n'y avait pas d'erreur, et que le 7e tour était, de par sa nature, un tour caché. Les joueurs crièrent qu'ils ne savaient pas comment accomplir la mission sans en connaître les détails. L'ange répondit que la manière d'accomplir la mission n'était pas son problème, que les informations du cycle étaient transmises, et que le jeu commençait. Aussitôt, le compte à rebours s'enclencha. Les joueurs chuchotaient entre eux, se disant que ces anges les prenaient vraiment pour des jouets et qu'ils devenaient de plus en plus capricieux. Bien que mécontents, tous se mirent à chercher des indices. De l'autre côté, le garde du corps s'approcha de Ryu, lui demandant s'il allait bien, car cela faisait longtemps. Ryu regarda le groupe et leur demanda pourquoi ils s'étaient rassemblés. Le garde du corps répondit qu'ils s'étaient rencontrés par hasard. Il demanda ensuite à Ryu s'il connaissait le contenu exact de la mission. Ryu lui demanda pourquoi il posait cette question. Il dit qu'il savait seulement que la mission de ce cycle était une énigme. Le garde du corps lui confia alors qu'il possédait des informations sur le 7e cycle. Ryu lui demanda d'un ton froid comment il était au courant. Le garde du corps ne perçut pas le changement d'attitude de Ryu et expliqua que l'information provenait d'un prophète. L'expression de Ryu devint glaciale. Il avait pourtant aidé à dissimuler son identité lors du cycle précédent. Ryu comprit qu'il ne pouvait pas faire confiance au garde du corps. Ce n'est qu'à cet instant que le garde du corps réalisa que le ton de Ryu était inhabituel. Ryu lui demanda s'il y avait réellement un prophète. Le garde du corps, pensant qu'il ne le croyait pas, s'empressa d'ajouter que Harin avait également rencontré ce prophète. Ryu pensa qu'il s'agissait là d'une autre personne indigne de confiance. Il demanda alors au garde du corps ce que le prophète lui avait dit. Le prophète lui avait dit de ne pas se laisser tenter par la séduction du 7e cycle. Julie, qui se tenait à côté, se demanda si le prophète dont parlait le garde du corps n'était pas Ryu lui-même. Elle demanda rapidement ce que cela signifiait, ne pas se laisser tenter. Le garde du corps répondit qu'il ne connaissait pas la signification exacte, que le prophète lui avait seulement donné cette vague indication. Le faucheur noir laissa échapper un léger soupir intérieur. Heureusement qu'ils ignoraient tous qu'il était le prophète en question. Il remercia le garde du corps pour l'information sur le jeu, précisant qu'il ne comprenait pas encore le sens de cette phrase, et qu'il était préférable qu'ils se séparent pour rassembler plus d'indices. Le garde du corps s'étonna de devoir se séparer.
Le faucheur noir insista, disant que c'était la meilleure chose à faire, car il n'avait pas d'informations concrètes sur la mission. Julie demanda, avec une légère anxiété, si elle aussi devait se séparer de lui. Le faucheur noir lui donna une réponse affirmative, et Julie répondit avec une expression de déception. Elle se dirigea vers la forêt. Le faucheur noir secoua la tête, résigné. Il devait réussir ce cycle le plus rapidement possible pour mettre la main sur la rune. C'est à ce moment-là qu'un cri perçant de Julie résonna dans la forêt. Ryu se précipita vers elle. Il atteignit la lisière de la forêt en moins de 10 secondes, mais ce qu'il vit le laissa figé sur place. Des taches de sang maculaient le sol. Julie gisait sous un arbre, faible et sans défense, son abdomen cruellement transpercé. Julie, gît inanimée, au pied d'un arbre, le ventre transpercé par une blessure béante. Dans un souffle de douleur, elle le supplie de lui venir en aide, en l'appelant par son nom. Interloqué, il lui demande si elle a toujours su qu'il était le célèbre combattant. Elle lui confie alors qu'elle l'avait deviné depuis longtemps. Il fut son premier amour, et malgré ses efforts pour dissimuler son identité, elle avait feint l'ignorance pour le protéger. Bouleversé, il s'enquiert de l'identité du coupable tout en lançant un sort de soin. Par chance, son intervention rapide permet de stabiliser l'état de Julie, qui s'étonne de l'efficacité prodigieuse de sa magie. Il l'enjoint à se reposer avant de lui révéler le nom de son agresseur. À l'annonce de la réponse, le visage de Ryu se décompose. C'est alors que le garde du corps l'interpelle avec arrogance, affirmant qu'il l'attendait. Ryu, fou de rage, traite ses adversaires de traîtres. Le garde du corps, s'amusant de sa colère, l'appelle désormais « Monsieur le prophète », expliquant que l'attaque contre Julie n'était qu'un test pour confirmer ses soupçons nés lors de la manche précédente. Julie, en larmes, s'excuse d'être un fardeau. Le regard du faucheur noir se fait assassin. Le garde du corps poursuit ses provocations, soulignant que la faiblesse du grand prophète réside dans son attachement à une simple assistante. Alors que le faucheur noir s'apprête à frapper, son ennemi le menace d'activer une bombe magique implantée dans le corps de Julie. La stupeur est totale, Ivivi, son allié de confiance, l'a trahi en utilisant sa compétence de graine noire, capable d'invoquer une créature démoniaque lors de l'explosion. Ivivi, tout en s'excusant, explique froidement sa trahison. Le faucheur noir ne comprend pas comment son admirateur a pu se retourner contre lui. Ce dernier lui répond alors que s'il était autrefois son dieu, un dieu se doit d'être omnipotent et libre de toute entrave. À ses yeux, il n'est plus qu'un homme aux abois, indigne de son adoration. Ryu, le regard sombre, exige de connaître leurs intentions réelles. Le garde du corps, savourant sa position de force, s'étonne de l'importance que revêt cette femme à ses yeux. Ryu confirme alors sans détour que Julie est l'être qui lui est le plus cher, et qu'il est prêt à tout pour sa sécurité. Un rire triomphant s'échappe de la gorge du garde du corps, qui demande alors au prophète de livrer ses secrets, l'emplacement des trésors ou les détails de la prochaine manche. Mais Ivivi intervient, affirmant qu'il ne tolérera aucun mensonge ni aucune tentative de manipulation envers monsieur le garde du corps. Décrétant que le prophète restera une menace constante, il lui ordonne de mettre fin à ses jours sur le champ. Julie, tremblante, le supplie de n'en rien faire, mais Ryu, d'un calme olympien, accepte le sacrifice à condition qu'il respecte leur promesse de l'épargner. Sous les cris déchirants de la jeune femme, il lève sa faux de la mort et s'entranche la gorge. Alors que son corps s'effondre, une ultime pensée l'habite. Le salut de Julie valait ce prix, et il n'oubliera jamais le visage de ceux qui l'ont trahi. Soudain, une notification système retentit, annonçant la complétion d'une quête secondaire cachée, mettre fin à sa propre vie. Le faucheur noir s'éveille alors, réalisant que tout ceci n'était qu'une illusion. La mission principale de la 7e manche consistait précisément à s'extirper de ce mirage en moins de 2 heures. Encore hébété, il comprend que la blessure de Julie et la trahison de ses alliés n'étaient que des projections de son esprit. Il se remémore alors sa stratégie. Sachant qu'il serait difficile de résister à l'illusion en connaissant l'objectif, il avait utilisé ses privilèges de représentant de zone pour verrouiller sa propre mémoire. Il s'était imposé une commande absolue, ne recouvrer ses souvenirs qu'après avoir achevé la quête secondaire, avec pour impératif suprême de protéger Julie à n'importe quel prix. Pour les autres joueurs, elle n'était qu'une chimère, mais pour lui, privé de ses souvenirs, cette trahison fut vécue comme une réalité brutale. C'est cette détermination sans faille qui lui a permis de triompher du sortilège. Alors qu'il reprend ses esprits, Arin l'approche, feignant d'avoir elle aussi lutté pour s'échapper. Elle tente alors une approche séductrice, lui confessant un amour de longue date. Sans la moindre hésitation, Ryu invoque sa faux et l'abat froidement. L'illusion persiste et tente de me distraire au mauvais moment, se dit-il, alors que le système confirme la réussite de la mission principale. Son exploit laisse les anges stupéfaits. Il n'a fallu que 30 minutes à cet homme pour surmonter une épreuve de force mentale où il a dû sacrifier ses propres compagnons sans sourciller. L'illusion se dissipe enfin, et le corps de Arin s'évapore. L'ange Priscilla s'est approché, incrédule face à tant de rapidité. Mais Ryu l'a repoussé sèchement, lui balançant qu'en finissant premier, il lui avait fait gagner son pari. Les récompenses tombent, Ryu est sacré premier de sa zone et du classement général, obtenant un ticket de loterie et un coffre spécial. Alors que les anges murmurent sur sa puissance psychique, ceux qui ont échoué sont impitoyablement éliminés dans un éclat de lumière dorée.
Désormais détenteur des droits d'utilisation de la règle, Ryu sait qu'il peut désormais contrôler totalement le PCW. Parallèlement, le démon divin s'éveille, espérant que ses cauchemars de trahison resteront confinés au monde virtuel. Il s'interroge sur l'absence du prophète dans le haut du classement, ignorant que ce dernier a peut-être agi avec préméditation. De son côté, Julie, encore troublée par ce qu'elle a vu dans son propre mirage, refuse d'en parler à Ryu. Ce dernier, cherchant à consolider ses alliances, partage avec elle les informations sur la 8e manche, sachant qu'il est observé par Jeffrey. Pendant ce temps, au sommet du PCW, le président fulmine face au succès du démon divin, son cadet, et décide de lancer un plan d'urgence impliquant les joueurs ayant réussi les simulations. Chez Christine, la discussion s'anime autour de la fiabilité du prophète. Bien que son père souhaite le garder à leur côté, Christine préfère attendre l'issue de la prochaine manche pour juger de sa loyauté. Jeffrey apporte alors une information cruciale transmise par le prophète. La 8e manche, dont la difficulté dépendra des choix des joueurs, verra l'apparition inédite de PNJ, marquant un tournant décisif dans le jeu des anges.